La presse l'a surnommé le Noël sanglant. À quelques rues de distance, 4 innocentes victimes ont été abattues de sang-froid en l'espace de quelques minutes. La ville de Phoenix, en Arizona, n'est pas près d'oublier cette terrible nuit. Une fusillade pareille, ça équivaut à un bain de sang. Mais ce n'était ni le début ni la fin de la violence. Les autorités ne tarderaient pas à comprendre que le Noël sanglant marquait le début d'une chasse à l'homme mortelle qui allait durer 15 longs mois. Le crime à son paroxysme. Le tueur n'avait aucun mobile apparent. Il tuait pour le plaisir, pour l'excitation. Et il laissait un minimum de preuves derrière lui. On chassait un fantôme, et les fantômes s'évanouissent dans la nuit. Avant de mettre fin au carnage, il faudra mobiliser des douzaines de représentants des forces de l'ordre et toute la rigueur de la science médico-légale afin d'établir un lien entre les victimes et leurs meurtriers. Le centre-ville de Phoenix, en Arizona, est paisible durant cette nuit du 29 décembre 2005, quelques jours après Noël. Tim Tordai, un homme de 39 ans, rentre à la maison après une longue journée de travail. Mais Tordai n'arrivera jamais chez lui. Quelques minutes plus tard, non loin de là, José Ortiz est abattu tandis qu'il marche tranquillement vers un refuge de sans-abri. Une rue plus loin, la pause cigarette de Marco Carrillo prend soudainement fin. Et quelques minutes plus tard, Clarissa Rowley est prise au piège au beau milieu d'une nuit de travail dans le quartier chaud de Phoenix. Après avoir reçu un appel d'urgence, les autorités de Phoenix dépêchent l'enquêteur Clark Schwarzkopf sur les lieux. Le fait qu'un individu puisse sortir et abattre autant de personnes en une seule nuit était extrêmement inquiétant. Le premier blessé, Tim Tordai, est encore vivant. On l'emmène d'urgence à l'hôpital. Schwarzkopf cherche des éléments de preuve. Il ne trouve pas grand-chose. Juste la douille d'une balle dans la rue où Tordai a été abattu. Il se rend ensuite aux autres lieux de fusillade. Mais José Ortiz et Marco Carrillo sont déjà morts. La quatrième victime, Clarissa Rowley, a survécu. On l'emmène elle aussi à l'hôpital. Schwarzkopf tente de comprendre cette suite de coups de feu. Comme ils ont été tirés presque au même endroit et au même moment, ils sont certainement reliés. Et il se demande si la drogue aurait pu motiver ce carnage. Dans ce genre d'affaires, on cherche d'abord la drogue. Mais on n'a trouvé aucune drogue sur les lieux. Les objets personnels des victimes n'ont pas été dérobés. Le vol n'était pas le mobile. Les deux survivants lui apprendront peut-être ce qui se cache derrière cette soudaine flambée de violence. L'enquêteur interroge d'abord Tim Tordai. Il est sorti de l'autobus et il s'est mis à marcher. Il écoutait la radio quand on lui a tiré une balle dans le dos. Il n'a pas entendu le coup de feu, il a simplement senti l'impact du projectile.
Tordai ne peut rien lui apprendre sur son agresseur. Ensuite, Schwarzkopf interroge Clarissa Rowley. I thought it was a John. I don't know what else to tell you. La présence d'une prostituée augmentait le bassin des suspects. Ça aurait pu être un proxénète mécontent ou un client insatisfait. La jeune femme n'a pas vu le conducteur et ne peut identifier la marque ou le modèle du véhicule. Sans la moindre piste, Schwarzkopf mise sur son seul élément de preuve, la douille trouvée près de Tim Tordai. Il la remet à l'expert en balistique Phil Wolfslegel. Celui-ci découvre très vite que la douille provient d'un fusil semi-automatique de calibre 22. Schwarzkopf obtient les fragments des balles tirées sur les autres victimes. Il veut savoir si elles ont toutes été tirées par la même arme. Wolfslegel inspecte les balles à la recherche de traces de rayures. Quand une balle s'engage dans le canon d'une arme, elle frotte des sillons qui y ont été taillés pour qu'elle tourne facilement. En traversant le canon, sa surface est donc entaillée. Dans nos labos, on étudie ces entailles pour déterminer précisément de quelle arme une balle a été tirée. Grâce à une inspection minutieuse, Wolfslegel obtient l'information souhaitée. Même s'ils étaient assez endommagés, les fragments de balles avaient conservé un nombre suffisant de rayures. J'ai pu voir que ces rayures étaient compatibles entre elles. Il n'y avait aucune raison de croire qu'une deuxième arme avait été utilisée ce soir-là. Son rapport confirme la théorie de Clark Schwarzkopf. Les 4 victimes ont été abattues par un seul fusil de calibre 22. Un seul individu est responsable de cette fusillade meurtrière. Mais comment l'identifier? Le semi-automatique de calibre 22 n'est pas l'arme favorite des criminels. C'était assez surprenant. À Phoenix, les tireurs utilisent généralement des armes de calibre plus élevé. Quoiqu'il offre certains avantages à un tueur embusqué. La détonation d'un fusil de calibre 22 n'est pas très bruyante. Elle ressemble au claquement d'un fouet. Par conséquent, il est très difficile de deviner la provenance du coup de feu. Le calibre 22 dispose également d'une longue portée. Le tireur peut donc rester à bonne distance de sa cible. Alors d'où provenaient les coups de feu? Clarissa Rowley a été abattue par l'occupant d'une voiture. Est-ce le cas des autres victimes? Pour en avoir le cœur net, Schwarzkopf et Wolfslegel ont recréé la fusillade de Marco Carrillo. Ils retracent la trajectoire de la balle jusqu'au milieu de la rue. On a pu déterminer sa provenance. Elle n'avait pas été tirée en bordure de la route. Elle avait été tirée d'un véhicule en mouvement. Ils démontrent ensuite que Tordai et Ortiz ont été abattus de la même manière. Le tireur circule donc à bord d'un véhicule. Quatre fusillades au volant ont eu lieu en une seule nuit. Pour les résidents de Phoenix, la nouvelle est terrifiante. C'était une nuit sanglante. Et elle a naturellement fait les manchettes le lendemain matin. Pour les policiers, la nouvelle n'est pas moins inquiétante. Une fusillade pareille, ça équivaut à un bain de sang. D'ailleurs, la presse l'a surnommé le Noël sanglant. Un tel nombre d'attaques dans le centre-ville de Phoenix, perpétrées par un seul tireur, invisible et inconnu, suggère une volonté de fer et une main ferme. Schwarzkopf se demande si la police devrait se mettre à la recherche d'un tireur d'élite. On songeait à des ex-soldats, ou bien à des policiers ou encore des anciens policiers. Et quel est le mobile du tireur? Schwarzkopf craint particulièrement la recrudescence de la violence.
Le tireur se prépare-t-il à frapper encore? Et les autorités auront-elles le temps de prévenir une nouvelle attaque? Pour savoir si l'arme a servi à commettre d'autres crimes, l'expert en balistique Phil Wolfslegel a entré les douilles récupérées sur les lieux des fusillades dans une banque de données balistiques appelée NIBIN. NIBIN est un système intégré d'imagerie balistique. On peut y insérer une douille de balle. Il va en numériser une photo, puis fouiller la banque de données à la recherche de douilles similaires. Très vite, il frappe dans le mille. NIBIN a retrouvé une douille de calibre 22 prélevée 6 mois plus tôt sur le corps d'un homme assassiné dans la ville voisine de Tolleson. La victime était un jeune homme de 20 ans appelé David Estrada. David a été retrouvé sur le trottoir à l'angle de la 83e avenue et de l'autoroute 10. Ses bagages étaient près de lui, ses objets personnels aussi. Il avait l'air d'un type en voyage. Il faisait peut-être du cross-country ou de l'autostop, je n'en sais rien. La cause du décès était simple. Il avait reçu une seule balle en pleine poitrine. Il s'agissait d'une autre fusillade nocturne, sans témoin et sans mobile apparent. On a interrogé 30 ou 40 de ses connaissances. On n'a rien trouvé qui ait pu contribuer à sa mort. Aucun de ces individus n'en était responsable. Mais la douille trouvée près du corps de Tim Tordai relie directement le meurtre de David Estrada au Noël sanglant. Puis, l'enquêteur Schwarzkopf apprend qu'à l'époque du meurtre d'Estrada, un individu abattait des animaux domestiques à Tolleson. On nous avait rapporté qu'on abattait des chevaux sur les fermes de Tolleson. Je ne me souviens pas du nombre exact d'incidents, mais ça avait duré 2, peut-être 3 semaines. Au laboratoire médico-légal, Phil Wolfslegel examine les douilles et les fragments de balles provenant des animaux abattus. Il découvre très vite que ces balles proviennent de l'arme qui a été utilisée pour tuer David Estrada et les victimes du Noël sanglant. Comprenant que le tireur sévit depuis un certain temps, Clark Schwarzkopf fouille les vieux dossiers à la recherche d'affaires non résolues de type similaire. Il en découvre 2. Tony Mendez, un résident de Phoenix, avait été assassiné le 17 mai, un mois avant David Estrada. Monsieur Mendez roulait à vélo en traînant une remorque. Il voyageait en direction sud sur une rue résidentielle quand il a reçu une balle dans le dos. 4 jours plus tard, Reginald Rémillard est tué dans le centre-ville de Phoenix. On l'a retrouvé, saignant abondamment d'une blessure faite par une arme de petit calibre sur le côté gauche du cou. Encore une fois, les experts en balistique prouvent que Mendez et Rémillard ont été tués par le fusil qui a exécuté David Estrada et les 4 victimes du Noël sanglant. Au lieu d'un incident isolé, l'épisode du Noël sanglant semble maintenant être la dernière manifestation de violence d'un tueur actif depuis 7 mois. Un tueur que Clark Schwarzkopf est loin d'avoir identifié. L'enquêteur fait appel au psychiatre judiciaire Park Dietz pour tenter de comprendre le cerveau de l'assassin. Les agressions ont eu lieu sur une route principale qui mène à l'autoroute. Et elles sont toutes survenues sous le couvert de la nuit. Contrairement au moment et au lieu soigneusement planifiés, le choix des victimes semble laissé au hasard. On dirait que les victimes ont peu d'importance aux yeux du contrevenant. Comme s'il s'agissait d'une racaille qui ne manquera à personne. C'est une attitude courante chez les tueurs en série. Je crois que quiconque commet meurtre après meurtre, tout en échappant aux recherches policières,
commence à se sentir supérieur aux autres. Et plus il se sent supérieur, moins il a de mal à appuyer sur la détente. Mais qu'est-ce qui pousse un être humain à sombrer dans la violence? Il est difficile de concevoir qu'un adulte puisse tuer un de ses semblables simplement parce qu'il trouve cela excitant. Le meurtre d'un animal n'est pas différent. En tirant sur un animal, le délinquant obtient la même sensation que s'il tirait sur un humain. C'est l'excitation d'abattre un être vivant sans la moindre conséquence. Un meurtrier en quête de sensations fortes sillonne la vallée du soleil en choisissant ses victimes au hasard. Il n'y avait pas de cible manifeste. On ne savait pas qui faisait cela, ni pourquoi, et encore moins d'où il venait. On chassait un fantôme, et les fantômes s'évanouissent dans la nuit. Plusieurs semaines après le Noël sanglant, les rues de Phoenix sont étrangement calmes. Le carnage est-il vraiment terminé? Ou les résidents jouissent-ils seulement d'un peu de répit avant la prochaine tempête? Un tueur en quête de sensations fortes a déjà commis 5 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Mais les policiers ignorent toujours son identité. Faute de nouvelles preuves, l'enquêteur Clark Schwarzkopf sollicite l'aide des médias. Like the temperatures, tensions in Phoenix have been running high this summer. On espérait trouver un informateur qui connaîtrait un individu capable de commettre ces meurtres. Quelqu'un qui aurait pu en parler publiquement, peut-être même pour s'en vanter. Ils espéraient trouver des gens qui étaient au courant. N'importe qui, en fait. Et la meilleure façon d'y arriver était de diffuser l'information aux 4 coins de l'État. Les policiers obtiennent des milliers de tuyaux et ils interrogent des centaines de suspects potentiels. On cherchait des individus pleins de rancune, des gens qui étaient insatisfaits de leur vie. Un après l'autre, tous les suspects sont écartés. Malgré tous ses efforts, Clark Schwarzkopf n'a obtenu aucune information sur le tireur inconnu. Mais 4 mois après le Noël sanglant, en fin de soirée, une jeune femme de 20 ans, Claudia Gutiérrez Cruz, est victime d'une fusillade au volant. L'incident porte la marque du tueur en quête de sensations fortes. Mais il y a une différence importante. La victime a été abattue par un fusil de chasse. La jeune femme est transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins luttent désespérément pour la sauver. Mais au bout de longues heures de chirurgie, elle succombe à ses blessures. Malgré tout, sa dépouille livre un élément de preuve crucial. Dans son corps, en plus des plombs du fusil, on a retrouvé le conteneur inséré dans la cartouche. Schwarzkopf fait aussitôt analyser le conteneur par le laboratoire médico-légal. Ce conteneur pouvait nous fournir des informations sur le calibre et les dimensions de l'arme. Et j'ai pu déterminer qu'il provenait d'un fusil de chasse de calibre 410. En l'espace de quelques jours, 4 autres victimes sont abattues avec un fusil de calibre 410. Au début, les policiers se demandent s'ils ont affaire à un deuxième tireur en série. Mais Schwarzkopf croit plutôt que le tueur utilise simplement une autre arme. Mais pourquoi? Contrairement au 22, le 410 est une arme encombrante, lourde et difficile à manier. Schwarzkopf soupçonne l'assassin de chercher à égarer les policiers.
Les plombs traversent le canon d'un fusil de chasse dans un tube de plastique qu'on appelle le conteneur. Les plombs n'ont aucun contact avec le canon du fusil. Ils ne peuvent donc pas être reliés à une arme précise. La nouvelle arme du tireur embusqué ne peut pas être retrouvée. Mais l'utilisation d'un fusil de chasse présente tout de même un avantage judiciaire. Il permet à Schwarzkopf de reconstituer l'attaque. Armé d'un 410, l'enquêteur Schwarzkopf et l'expert Walslegel visent des cibles de papier placées à différentes distances. Quand on tire un coup de feu, le conteneur s'ouvre et ses plombs volent vers la cible. Plus la distance est grande, plus les plombs se dispersent. Les marques de plomb des cibles les plus éloignées sont donc plus dispersées que celles des cibles les plus proches. Ensuite, les policiers comparent les motifs des cibles aux blessures des victimes. Claudia Gutiérrez Cruz a été abattue à bout portant. Son meurtrier était si près que les plombs l'ont frappé en bloc et leur conteneur s'est incrusté dans son corps. Mais les blessures des autres victimes indiquent que leur agresseur les a abattues d'une distance de 6 à 9 mètres. Et Schwarzkopf en tire une conclusion terrifiante. Il était absolument impossible que le tueur ait agi seul. En conduisant à une vitesse relativement élevée, on ne peut pas viser une cible et maîtriser un véhicule en même temps. Mais avec un partenaire, rien de plus facile. L'un des deux conduit et l'autre vise la victime. Clark Schwarzkopf ne poursuit plus un seul suspect, mais une équipe de tueurs en mal de sensations fortes. L'affaire se corse de jour en jour. Dès que plus d'une personne est impliquée dans la prise de décision, les choses se compliquent. Le moment du crime risque de changer. L'identité des victimes aussi, tout comme les armes utilisées. Un des conspirateurs peut agir sans le concours de l'autre. Il y a beaucoup plus de variables en œuvre que dans un crime perpétré par un seul individu. Pour les résidents de Phoenix, la perspective est terrifiante. La région de Phoenix regroupe environ 4 millions d'habitants. Tous ces gens étaient vulnérables, sans exception. Des parents empêchaient leurs enfants de jouer à l'extérieur ou de visiter leurs amis. Beaucoup refusaient même de se rendre au supermarché. Les résidents craignaient tous de se mettre en danger. Les policiers intensifient leur présence dans les rues de Phoenix. On enquêtait durant la journée et la nuit. On patrouillait jusqu'aux petites heures du matin. Beaucoup de policiers parcouraient les rues à bord d'autopatrouilles ou de voitures banalisées. Malheureusement, les policiers ne peuvent pas être partout en même temps. Deux tireurs en série qui terrorisent la vallée du Soleil depuis plus d'1 an échappent toujours aux forces de l'ordre. Et malgré une surveillance accrue dans les rues de Phoenix, les meurtriers frappent encore. Ce soir-là, on avait bu quelques verres dans un bar. En sortant, je me suis disputé avec mon mari et j'ai décidé de rentrer à pied. Je connaissais bien le quartier. J'y habitais depuis 20 ans. C'était un endroit sécuritaire et je m'y sentais à l'aise. Ashley Armenta, qui a 3 jeunes enfants, est à quelques coins de rue de chez elle.
J'ai levé une main jusqu'à ma tête et j'ai touché du sang. Au début, je croyais qu'on m'avait lancé un pétard ou quelque chose du genre. Je n'y comprenais rien. La tête m'est lancée, c'est tout. Heureusement, les plombs ont simplement éraflé son cou et l'arrière de sa tête. Elle a eu beaucoup de chance. S'il l'avait visée à la taille, elle ne serait probablement plus là. De plus, Ashley Armenta est en mesure de fournir un élément de preuve important aux policiers. I thought it was some firecrackers going off for the 4th of July. But I do remember the car. Miss Armenta, Grâce à Madame Armenta, nous avons enfin obtenu une description presque parfaite du véhicule des suspects. Ashley Armenta leur indique la marque, le modèle et l'année de fabrication approximative de la voiture. Elle se souvient aussi de sa couleur argentée. Sa description nous a vraiment aidé à étoffer notre dossier. L'enquêteur Schwarzkopf peut maintenant associer un véhicule au tireur inconnu. Et il diffuse un avis de recherche sans plus tarder. On s'est servi de l'avis de recherche pour arrêter ou interroger tous ceux qui nous semblaient louches. Mais il y a des milliers de berlines argentées dans la vallée du Soleil. Et les recherches semblent vouées à l'échec. Jusqu'à ce que Schwarzkopf participe à une enquête sans rapport apparent avec les meurtres. La nuit du 8 juin, des incendies ont éclaté dans 2 grands magasins du côté ouest de la ville. Ces magasins étaient remplis de gens qu'on a dû évacuer d'urgence. Fort heureusement, les incendiaires ont laissé des traces. Les caméras de sécurité ont filmé 2 hommes dans un des magasins. Et les soupçons se sont rapidement portés sur eux. Les caméras ont capturé l'image des 2 hommes à l'intérieur du magasin et sur l'aire de stationnement, où on les voit sortir d'une berline 4 portes argentées. L'avis de recherche de Clark Schwarzkopf semble enfin porter ses fruits. L'enquêteur a un premier aperçu des 2 hommes qui sont peut-être responsables des attaques meurtrières des derniers mois. La vidéo ne laisse pas voir clairement leur visage, mais elle fournit un indice précieux aux policiers. Un des suspects avait un tatouage. On le voyait très bien sur son avant-bras droit. La marque est caractéristique et bien visible. Cette fois, un témoin pourra sûrement identifier l'homme tatoué et son complice. Recognize these guys? The Glendale Fire Department wants to hear from you. They're both between 25 and 30 years old, seen getting away in a light 2-door sedan, possibly a late 90s Toyota Camry. Les policiers ont diffusé leurs photos aux médias et dans la communauté en demandant au public de participer à leur identification. Cette fois, le rappel au public produit les résultats. Une femme reconnaît le tatouage. Elle était barmaid au même endroit depuis plusieurs années, du côté ouest de la ville, et elle connaissait cet individu. La barmaid n'a pas vu l'homme depuis des mois, mais elle se souvient de son prénom, Sammy. C'est une piste intéressante, mais avant que les policiers ne puissent utiliser l'information, les tireurs frappent de nouveau, et plus d'une fois. Il y a eu 6 autres fusillades, si ma mémoire est bonne. Le compte est maintenant de 19 attaques en 15 mois. Et les tireurs deviennent de plus en plus audacieux. Ils ciblaient des piétons solitaires, ils ciblaient des cyclistes solitaires. Ils frappaient entre 22h et 3h du matin. Notre consigne était claire, ne circulez pas le soir. Si vous devez absolument le faire, faites-vous accompagner. Ne restez pas seul. Ce type de crime a tendance à s'intensifier progressivement. Chaque attaque
doit procurer une sensation plus forte. On ne peut pas soutenir une poussée d'adrénaline en gardant le même comportement. Le délinquant doit donc commettre des gestes de plus en plus extrêmes. En cela, il imite les adeptes des sports extrêmes, mais il exécute plutôt des crimes extrêmes. Entre-temps, Clark Schwarzkopf organise un groupe de travail impliquant tous les services de police de la Vallée du Soleil. Nous étions plus de 365 personnes. Certains enquêtaient, d'autres faisaient des analyses ou effectuaient des suivis. Bref, tout ce qui pouvait faire avancer le dossier. Schwarzkopf espère seulement qu'on retrouvera Sammy le tatoué avant qu'il ne fasse de nouvelles victimes. Sans nouvelles informations, serait-il possible de mettre fin aux fusillades? Ça, personne ne le savait. Puis, Schwarzkopf obtient un autre tuyau. L'appel anonyme d'un homme qui prétend avoir des informations sur les tireurs. Schwarzkopf accepte une rencontre secrète. Mais ce mystérieux dénonciateur est-il digne de confiance? Je ne faisais confiance à personne. Quand cet homme nous a contactés, je me suis quand même méfié. L'informateur, un certain Ron Horton, est un ex-motard qui fréquente assidûment les bars de l'ouest de la ville. Selon lui, un dénommé Sammy était peut-être l'auteur des fusillades. Il m'a dit que Sammy lui avait laissé entendre qu'il avait tué quelqu'un. C'est encore le même nom, Sammy. Schwarzkopf emmène Horton au poste de police pour l'interroger plus longuement. L'homme confirme l'identité du mystérieux tatoué du grand magasin incendié. C'est bien le même Sammy. Ensuite, Horton leur fournit d'autres informations. Il m'a donné une description détaillée d'un type qu'il connaissait sous le nom de Samuel Dietman. Il lui avait donné un coup de main. Il l'avait même hébergé. Sammy avait perdu son travail, ses amis. Il était devenu alcoolique. Mais lorsque Schwarzkopf lui demande où se trouve Dietman, Horton se tait. Les motards ont une philosophie bien à eux. Ils se mêlent de leurs affaires. Tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Les autorités ont enfin un nom. Clark Schwarzkopf consulte la banque de données criminelle et apprend que Sam Dietman a un casier judiciaire assez chargé. Les policiers sillonnent la ville, impatients d'appréhender Dietman. Mais ils ne sont pas assez rapides. La nuit du 30 juillet, Robin Blasnek, une jeune femme de 22 ans, est abattue à mi-chemin entre la résidence de ses parents et un dépanneur voisin. À leurs yeux, c'était la victime parfaite. Une fille seule dans la rue qui ne se doutait aucunement de ce qui allait lui arriver. Robin Blasnek est la 20e victime. Et sa mort révolte les résidents de Phoenix. Le meurtre de Robin Blasnek a scellé ses crimes dans l'esprit du public. C'était une très jeune femme et on l'avait tuée au hasard, sans la moindre raison. Je me souviens qu'à l'époque, sa mort avait indigné la communauté. Les policiers semblent incapables d'endiguer la violence. Mais l'affaire prend une tournure inattendue lorsque Ron Horton communique avec Schwarzkopf pour la 2e fois. La ville de Phoenix vit dans la crainte de 2 tueurs en mal de sensations fortes
qui ne cesse d'abattre des piétons sans méfiance. Les policiers connaissent l'identité d'un suspect, Sam Deatman. Et avant qu'ils ne puissent l'appréhender, les tireurs font une 20e victime. Ce dernier meurtre ramène l'informateur Ron Horton au poste de police. Ron Horton avait l'impression d'avoir du sang sur les mains parce qu'il n'en avait pas fait davantage. Cette fois, l'informateur n'hésite pas à collaborer. You want Sam Deatman? I know where he hangs out. Horton et Schwarzkopf élaborent un plan. Puis, Horton convainc Deatman de l'accompagner à un bar. Il a organisé cette rencontre avec Sam Deatman 2 jours après la mort de Robin Blasnek. Pour la première fois, Schwarzkopf voit clairement un des membres du duo des tireurs en mal de sensations fortes. Ensuite, Horton invente une affaire urgente et laisse Deatman seul dans le bar. L'enquêteur Schwarzkopf espère que le suspect demandera à son complice de venir le chercher. Le stratagème réussit. J'ai vu une Toyota Camry conduite par un homme de race blanche s'engager sur le terrain de stationnement. Elle ressemblait en tout point à la voiture décrite par Ashley Armenta. Je me suis calé sur la banquette et je me suis dit, ça y est. Schwarzkopf fait vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation. La voiture est enregistrée au nom de Dale Sean Hausner. Jusque-là, on n'avait pas le moindre indice sur l'identité de Dale Hausner. En ce qui nous concernait, c'est un fantôme. À présent, Schwarzkopf est certain d'avoir les 2 tueurs dans sa ligne de mire. Ça a été un moment décisif. Je savais maintenant qui était impliqué. Je savais qu'on avait identifié les 2 associés. Je ne pouvais pas le prouver, mais mon instinct de policier ne me trompait pas. Mais les policiers ne peuvent pas appréhender le duo. On n'avait aucune raison valable de les arrêter. Un 3e individu nous avait dit que l'un d'eux avait peut-être commis un meurtre. On avait la description d'une voiture semblable à des milliers de véhicules circulant dans cette vallée. Pour étoffer notre dossier, il fallait les suivre. Schwarzkopf espère que les 2 hommes rentreront chez eux, mais il ne semble pas en avoir l'intention. J'ai probablement passé la pire nuit de toute ma vie. Ces types parcouraient les rues des villes situées dans le sud-est de la vallée. Ils ralentissaient quand ils voyaient des piétons. Ils faisaient demi-tour, visiblement à la recherche d'une victime. Nos hommes devaient épier leurs moindres mouvements, sans leur laisser voir qu'ils étaient sous surveillance constante. Pendant des heures, les policiers suivent Hausner et Deatman, tandis qu'ils sillonnent la vallée du Soleil. On se rongeait les ongles, en espérant qu'ils n'allaient pas abattre quelqu'un sous nos yeux. Mais les piétons se font rares. Par chance, il a plu toute la nuit. Les 2 suspects mettent fin à la chasse et mettent le cap vers leur domicile. Hausner et Deatman rentrent au bercail et les policiers établissent leur poste de surveillance pour y attendre le lendemain. À partir de ce moment-là, on les a surveillés 24 heures sur 24. Involontairement, les tueurs facilitent la besogne des policiers. Sam Deatman a sorti les ordures et nos agents de surveillance ont récupéré son sac poubelle. On l'a fait parvenir à mon bureau.
Et à l'intérieur, j'ai trouvé une carte. En l'examinant, j'ai vu des marques qui signalaient l'emplacement de plusieurs fusillades qui avaient fait l'objet d'une enquête. Bien qu'elle soit compromettante, la carte ne prouve pas que Dietman et Hausner sont responsables des fusillades. Schwarzkopf a besoin d'une meilleure preuve. Et il l'obtient. Il y avait une canette de boisson gazeuse dans le sac. Et dans la canette, j'ai trouvé la douille d'un fusil de chasse du calibre 410, l'arme qui avait servi à tuer Robin Blaznek. Cette preuve qu'il possédait, ou le fait qu'il avait accès à des munitions de calibre 410, constituait un progrès énorme pour nous. Mais ce n'est pas assez pour prouver que Hausner et Dietman sont les auteurs des crimes. Pour y arriver, l'enquêteur Schwarzkopf aura recours à une technique policière rarement utilisée. Dans les situations d'urgence, lorsque le public est en danger, la police a le droit d'installer un micro clandestin. L'équipe de surveillance parvient à insérer un micro dans le mur de l'appartement voisin. Et soudain, Clark Schwarzkopf peut entendre les plans d'un duo meurtrier qui terrorise les résidents de Phoenix depuis plus d'1 an. Hey Dale! Hey, you know they're searching other states? Really? We're being copycatted? Oh yeah, it's like we're pioneers. Better life for everyone. On aurait dit 2 étudiants qui commentaient la dernière partie de leur équipe. Mais en réalité, ils parlaient des meurtres qu'ils avaient commis. Check this out. On the 5 a.m. news, Phoenix and Mesa police have linked the shooting death of a young Mesa woman to the serial killer, which now brings the total to 6. Idiots! They forgot about the guy on 27th Avenue in Northern. Les terrifiantes plaisanteries de Dietman et Hausner ont fourni une preuve suffisante aux policiers. Et le 3 août, une escouade tactique de Phoenix envahit l'appartement de Dale Hausner. Les 2 hommes sont placés en état d'arrestation. We are confident these are the individuals involved. What the two are saying is unclear. What is clear is investigators' confident that these 2 men are the only ones known as the serial shooters. Both were in their Mesa apartment and were unaware their wake-up call would come from the Task Force SWAT team just after midnight. Les policiers fouillent l'appartement. Ils y découvrent des armes et d'autres preuves d'activité criminelle. On a trouvé 2 fusils de calibre 410 dans l'appartement et un fusil de chasse de calibre 12. Ils avaient une incroyable quantité de munitions de différents calibres. Ils avaient des livres d'apprentissage de la criminalité et des livres qui expliquaient comment passer inaperçu, comment se venger. Leur pire découverte est sans doute un mur couvert d'articles de journaux et d'autres souvenirs des fusillades. Les délinquants qui veulent qu'on connaisse leur nom, qui ont envie d'être célèbres et d'avoir un impact sur le monde, adorent toute forme de publicité. Les preuves sont accablantes. Mais suffiront-elles à faire condamner les terribles tueurs en mal de sensations fortes? Au bout de 15 mois de carnage, de 7 morts par fusillade et de douzaines de blessés, les policiers de Phoenix ont enfin arrêté les 2 tueurs en mal de sensations fortes. Dans l'appartement des tueurs, ils ont trouvé une grande quantité d'armes et de munitions, ainsi que d'autres preuves de leurs crimes.
Tandis que les agents fouillent l'appartement de fond en comble, Schwarzkopf retourne au poste pour interroger les suspects et tenter de comprendre leur vraie nature. Au début, je croyais que Samuel Dietman était le cerveau de l'opération. Mais après les avoir interrogés tous les deux assez longuement, j'ai compris que Dale Hausner était le vrai chef du groupe. Dietman est un électricien qualifié, mais sa carrière s'est effondrée, comme bien d'autres aspects de sa vie. Sam Dietman avait des problèmes de consommation d'alcool et de méthamphétamine. C'était un type futé, mais qui n'avait jamais eu autre chose que des mauvaises fréquentations. Par contre, Hausner a l'air d'un type ordinaire. Il travaille à l'aéroport de Phoenix et prend des photos à la pige pour un magazine de boxe. Mais derrière cette normalité apparente se cache un ego démesuré, avide de célébrité et prêt à tout pour l'obtenir. Hausner est celui des deux qui avait commencé à collectionner les rubriques nécrologiques et les découpures de journaux. Il avait indiqué les emplacements de leurs meurtres sur une carte de Phoenix, et c'est lui qui préservait le ton amusant et excitant de leurs vagues de crimes. Pendant l'interrogatoire, Dietman craque. Il avoue les meurtres de Claudia Gutiérrez Cruz et de Robin Blasnek. Mais Dale Hausner ne se laisse pas intimider. Il a tout nié en bloc. Ce n'est pas rare dans ce genre de situation. Hausner tente même de rejeter le blâme sur son complice. I collect these. I've been doing this for years. And look, this photo. He gave me this picture. He told me to hang it on the wall. He said he was the driver and you killed the rest. He would say that, wouldn't he? Quand il a compris que Sam Dietman s'était mis à table, il a rejeté le blâme sur lui. Sam utilisait sa voiture, Sam avait accès à toutes ses armes. Dale Hausner tient même une conférence de presse en prison, prétendant que les policiers se trompent sur son compte. Upstanding member of society, I've been with the same City Phoenix job for 8 years. I worked 3 jobs to make ends meet because the city, unfortunately, doesn't always pay you what you'd like it to. Hausner aimait la tribune et il adorait l'attention des médias. Il voulait avoir la situation bien en main. Schwarzkopf est persuadé de sa culpabilité. Mais il doit obtenir des preuves concrètes qui relieront directement Hausner aux fusillades. Il obtient ces preuves dans la voiture du suspect. On a trouvé des douilles éjectées dans sa voiture. Les douilles, au nombre de 7, proviennent d'un fusil semi-automatique de calibre 22. Elles correspondent aux douilles retrouvées sur les lieux de plusieurs fusillades, y compris celle de Tim Torlai. On avait établi un lien direct entre plusieurs lieux de crime et la voiture du suspect. Les preuves accumulées contre Hausner sont accablantes. Les armes trouvées dans son appartement, la carte, les conversations enregistrées clandestinement, la douille de calibre 410 et les douilles de calibre 22 saisies dans son véhicule. De plus, Sam Dietman a accepté de témoigner contre lui. La plupart des complots s'effondrent parce que leur chaînon le plus faible cède, qu'il avoue ou qu'il parle trop. C'est pour cela que les délinquants les plus intelligents travaillent seuls. Ils n'ont pas de complices parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance à un autre criminel. L'insatiable soif de gloire de Hausner a causé sa perte. À mon avis, Hausner avait besoin d'un public. Il s'était trouvé un comparse et il en a payé le prix. Pour sa participation au meurtre, Samuel Dietman est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. De son côté, Hausner nie tout.
This is all just overwhelming to me. I can't believe this is happening, to be honest. Mais les jurés ne croient tout simplement pas sa version des faits. After full consideration of the facts, the defendant is guilty as to first-degree murder. Son dossier comportait 87 chefs d'accusation et il a été déclaré coupable de 80 d'entre eux. Le 27 mars 2009, Dale Sean Hausner est condamné à mort. C'était assurément une des vagues de crimes les plus épouvantables de l'histoire de l'État. En tant qu'individu et membre du groupe de travail, je suis heureux d'avoir pu mettre fin à leurs activités avant qu'ils ne fassent davantage de victimes. J'espère ne plus jamais être mêlé à une telle enquête.